Bienvenue à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, bienvenue à notre rendez-vous du jour. Merci de nous soutenir, merci d'être avec nous, merci de partager ce moment d'échange collaboratif avec toute la communauté africaine, avec toute la communauté d'Amérique latine. Merci de nous soutenir. Merci d'être là. Coucou à vous. Merci pour votre présence. Oui, comme nous le disions, nous sommes sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de la communauté, la première chaîne de liberté financière et de liberté spirituelle pour le continent, pour toute la communauté, pour toutes les personnes qui sont éprises de paix et de justice. Merci d'être là. Bienvenue à toi, Glory Didier Rodriguez. Merci d'être présent. Merci d'être un membre actif de la communauté Équilibre. Bienvenue à toi, Fabienne. Merci de nous soutenir. Merci d'être là. Et merci de partager avec nous vos suggestions, vos commentaires, vos avis sur l'actualité du moment et sur la chose spirituelle et économique pour toute la communauté noire et pour toutes les personnes qui sont éprises de paix, de justice et de vérité. Oui, comme d'accoutumé, le thème de ce jour, nous allons le reprendre. Il s'agit bien de crise économique, crise sanitaire. Est-ce que aujourd'hui l'OMS joue encore son rôle d'organisation active pour la santé? Voilà un peu le thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Nous avions précédemment dit et annoncé que nous allons parler aujourd'hui de quelques sources de revenus. Effectivement, nous allons aborder le thème des sources de revenus, mais nous avons répondu aux sollicitations des internautes quant à échanger sur l'actualité, actuellement l'actualité africaine, l'actualité mondiale qui est la crise sanitaire et ce bras de fer entre l'Afrique et l'OMS et plus particulièrement entre Madagascar et l'Organisation mondiale de la santé. Donc aujourd'hui c'est ce thème que nous avons choisi d'aborder. Nous avons reçu énormément de questions, énormément de réactions et des réactions très positives sur la vision qu'ont les Africains de se prendre en charge et de marcher vers le développement scientifique, le développement économique et le développement social du continent africain. Merci pour tout ce que vous dites. Merci, cher Didier Rodriguez, pour votre commentaire tout positif. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Commencer comme d'habitude par saluer un corps de métier, mais aujourd'hui, nous avons choisi de rendre hommage et de faire un clin d'œil véritable à certains Africains qui se démarquent sur la planète Terre pour leurs actions positives et pour tout ce qu'ils font pour la reconnaissance et la valorisation de l'homme noir. Oui, merci encore. Il s'agit premièrement du scientifique Jérôme Muyenge, celui-là qui a donné de la voix ces dernières semaines pour dénoncer ce qu'il appelait une tentative de putsch, une tentative d'escroquerie sanitaire et d'escroquerie scientifique pour les continents pour le continent africain, pour les scientifiques en Afrique qui n'étaient pas reconnus et dont le travail était laissé à la traîne par l'Organisation mondiale de la santé. Nous profitons pour faire un clin d'œil tout spécial au président Rajoelina de Madagascar pour son action. Au moins, voilà un président, voilà un chef d'État qui, lui, a décidé comme ça de braver tout ce qui était contrainte sociale, tout ce qui était pression de l'extérieur, et il a décidé comme ça de prendre le taureau par les cornes et il a annoncé officiellement que Madagascar et ses scientifiques avaient découvert ce qu'il a appelé un remède contre le Covid-19.
Merci, cher président. Encore hommage à deux personnes qui sont deux dames qui sont vraiment la fierté de l'Afrique tout entière, qui, elles, sont du côté de l'armée d'Israël. Il s'agit de la jeune ivoirienne Tav et de Toby Cohen, la Nigériane, qui sont toutes deux officiers de l'armée de l'air en Israël. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous tenions à dire et que nous voulons reconnaître le talent des jeunes Africains. Nous dénonçons sur notre chaîne ce que nous ne trouvons pas comme positif, mais aussi il faut pouvoir reconnaître le travail qui est bien fait par les Africains et pouvoir en faire la promotion. Donc, big up à vous, Tav et Toby Cohen, du côté de l'armée israélienne. Voilà. Aussi, voilà encore des questions, énormément de questions. Oui, nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, notre dernier clin d'œil de ce jour, il va à l'encontre du professeur Valentin Agon, celui-là qui a mis en place le médicament qu'on appelle l'apivirine. Il est originaire du Bénin. Donc, nous profitons de ce temps d'antenne pour rendre hommage au professeur Valentin Agon pour ses recherches qui, semblerait-il, portent de bons fruits parce que les tests cliniques qui ont été faits sont des tests qui s'avèrent être positifs pour les patients qui ont reçu ce traitement. Big up à toi, professeur Valentin Agon, qui est médecin béninois. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique tout entière. Voilà, à situation inédite, il faut aussi une décision empirique et faire avec les moyens du bord. Notre sujet de ce jour, qui était OMS, est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont le directeur aujourd'hui est un Africain, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, nous cherchons à comprendre et nous demandons l'avis des Africains sur ce qui se passe et le bras de fer entre l'Organisation mondiale de la santé de Tedros Ghebreyesus et le pays africain Madagascar du président Rajoelina. Donc voilà un peu. Nous avons planté le décor et l'actualité, c'est que le président de Madagascar a pris le taureau par les cornes et a dit ouvertement, officiellement, que Madagascar et ses scientifiques avaient découvert un médicament qui était en même temps un médicament à titre curatif et aussi une prophylaxie pour le Covid-19. Et là, l'Organisation mondiale de la santé, par la voix de Tedros Ghebreyesus, ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas ce médicament qui était produit par Madagascar. Donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que après les tests cliniques dont le président de Madagascar en parlait, c'est que ces tests cliniques avaient été positifs à 100% et que sur 197 personnes contaminées, malades du Covid-19 à Madagascar, toutes les personnes qui avaient utilisé ce médicament, le CBD de Madagascar, qui était à base d'Artemisia, qui est une plante qui est très connue dans le traitement du paludisme, toutes ces personnes étaient complètement guérie et elle n'avait plus de charge virale. Donc aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas du côté de l'Organisation mondiale de la santé quand on voit que nous sommes à plus de 500 000 morts et que quelqu'un dit avoir trouvé un remède, pourquoi d'emblée on rejette du revers de la main une trouvaille qui, plus est, peut être positive pour l'humanité tout entière. Donc ça, c'est une question que nous nous sommes posés et nous avons émis ce sujet sur demande de la majorité des internautes qui avaient souhaité rebondir sur la
question. Donc, voilà un peu ce qui est dit. Voilà, nous attendons toujours vos suggestions, vos questions et tous vos avis sur le sujet. Bienvenue à vous, Nguessan Kwame, bienvenue à vous, Rachel Boiseau. Merci d'être avec nous. Oui, merci à sereinement. Et à tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube et sur Instagram. Merci aussi à tous ceux qui sont avec nous actuellement sur le Facebook Live où nous émettons actuellement. Voilà. Donc, aujourd'hui, en remettant les choses en ordre, on se rend compte que effectivement, aujourd'hui, selon la presse africaine et selon la réaction de la majorité des internautes, c'est que aujourd'hui, l'Afrique tout entière est indignée par cette décision de l'Organisation mondiale de la santé, de Tedros Ghebreyesus, l'Éthiopien, de ne pas reconnaître le traitement du Covid qui est annoncé en grande pompe par Madagascar. Et donc, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse rejeter un médicament de la sorte sans prendre le soin de chercher à voir la véracité de ce que les scientifiques malgaches et les scientifiques africains, ils annoncent comme étant la solution, puisque l'Organisation mondiale de la santé du directeur Tedros Ghebreyesus, qui eux-mêmes n'ont pas encore trouvé la solution. Ils n'ont ni vaccin, ni traitement à cette pandémie qui est en train de faire des ravages. Mais pourquoi est-ce qu'ils refusent d'emblée un médicament qui est proposé qui, selon, au dire du président de Madagascar, le président Rajoelina, pourquoi est-ce qu'un tel médicament n'est pas pris par l'Organisation mondiale de la santé pour essayer sur les personnes malades dans le monde entier pour voir exactement qu'est-ce que ce médicament pouvait donner. Est-ce que l'OMS n'a pas fait son travail? Nous ne pouvons pas dire que l'OMS n'a pas fait son travail parce que l'OMS a demandé qu'il y ait des tests massifs. Mais les tests massifs, quels sont les tests que l'OMS a proposés? L'OMS a proposé d'abord un test qui était le test BCR, qui était le test où on passait par des prélèvements dans le nez et dans la gorge. Mais c'est un test qui coûte cher pour l'Afrique et qui ne permet pas à nos pays africains de pouvoir avoir ce genre de texte où il n'y en avait même pas suffisamment. C'était un test qui était cher et qui prenait du temps. Du coup, il y a eu un nouveau test qui a été proposé par l'OMS, qui était le test anticorps, qui lui était moins cher. Malheureusement, il était très peu fiable parce que c'était un test où il fallait passer par une goutte de sang. Après cela, l'OMS a proposé les tests antigènes, qui étaient des tests qui passaient par le prélèvement de la salive. Mais c'était des tests, une fois de plus, qui n'étaient pas très fiables. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons puisque des gens sont en train de mourir? Et on se demande pourquoi est-ce que l'OMS n'utilise pas les médicaments qui ont été proposés par des Africains qui ont déjà fait leurs preuves. Nous parlons de l'IRSS du Burkina Faso avec le professeur Ouedraogo et que nous avons salué dans d'autres lives pour voir pourquoi est-ce que l'apivirine a fonctionné au Burkina Faso, pourquoi l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine du professeur Didier Raoult fait ses preuves, pourquoi est-ce que aujourd'hui le CVD de Madagascar qui a été mis en place par le laboratoire national de Madagascar de Rastimana qui a été créé depuis 1957. Pourquoi alors l'Organisation mondiale de la santé reconnaît ce laboratoire mais ne reconnaît pas aujourd'hui un médicament qui a été fabriqué par des scientifiques africains? On s'en pose des questions et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre aujourd'hui ce sujet sur la table afin que ensemble nous puissions
échanger là-dessus et voir ce que pensent les Africains de l'Organisation mondiale de la santé. Est-elle encore une organisation crédible à ce jour ou est-ce que cette organisation est une organisation comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, comme nous l'avons vu dans la presse africaine qui travaille à la solde de l'Occident et qui refuse toutes les recherches qui sont proposées par les Africains. Voilà un peu le sujet où il y a énormément de réactions. Bienvenue à toi, Alex. Merci d'être parmi nous. Voilà de nombreuses questions, Parce que quand nous regardons au dire du professeur Montagnier, qui a été prix Nobel, nous disons que lui, lorsqu'il a sorti comme ça sur une chaîne dont nous n'allons pas faire la publicité, que le virus aurait été fabriqué en laboratoire, il y a aussi certains éminents scientifiques comme le professeur Olivier Schwartz qui ont dit que le virus, selon eux, n'avait pas été créé en laboratoire et que c'était aujourd'hui une psychose qui faisait que l'humanité voyait les choses de cette façon. Nous, sur Équilibre, nous restons équilibrés et nous ne cherchons pas à savoir si le virus a été fabriqué en laboratoire ou pas. Nous ne savons pas si le professeur Montagnier à celui qui a raison, ou c'est ceux qui sont aussi du courant du professeur Olivier Schwartz qui sont dans la vérité, mais la seule vérité que nous connaissons sur notre chaîne Équilibre, nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous disons que nous ne devons pas exagérer, donc faire des choses pour créer la psychose, la peur ou le stress chez nos internautes, mais aussi nous ne tombons pas dans le déni parce que nous ne pouvons pas renier le fait qu'il y a aujourd'hui des gens qui souffrent de cette maladie qui fait des ravages. Du coup, nous cherchons à comprendre pourquoi l'Organisation mondiale de la santé du professeur Tedros Ghebreyesus refuse le médicament qui a été proposé par Madagascar, refuse encore de valider les essais cliniques qui ont été une réussite au Burkina Faso avec les essais de l'IRSS sur l'apivirine de Valentin Agon et aussi de l'apivirine, de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine du professeur Raoult pendant que des gens sont en train de mourir. Mais nous n'avons pas encore la solution à un mal. Donc, nous pouvons déjà essayer ce que nous avons sur la main. Nous n'avons pas de remède, mais comme par enchantement, on laisse des gens mourir, on laisse des gens arriver en phase terminale, on les intube et après, on nous dit que nous ne devons pas nous approcher, nous devons rester alors qu'il semblerait qu'il y a une solution qui est là et que nous pouvons essayer à grande échelle pour voir ce que ça va donner. Donc, chers internautes, nous avions prévu parler des sources de revenus passifs, mais vous avez souhaité, et comme nous sommes là pour travailler pour vous, nous avons décidé de mettre le sujet qui vous passionne pour l'heure. Bienvenue à toi, Alphonse Kwa, bienvenue à toi, Kone Mamadou. Merci d'être avec nous en ce jour. Voilà. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Voilà les 3 réseaux sur lesquels nous émettons aujourd'hui dans notre direct. Voilà les questions. Il y a énormément de questions. Nous allons éviter certaines questions qui ne vont pas dans le cadre de notre live du jour, parce qu'il y a énormément de questions qui sortent de notre cadre aujourd'hui. Nous allons répondre déjà à cette première question, revenir sur la transformation des produits africains. Effectivement, la semaine dernière, nous avons parlé de la transformation des produits africains, de nos produits locaux. Mais il faut savoir que nous n'avons pas parlé seulement des produits agricoles, mais nous avons parlé et des produits agricoles et aussi de tout ce qui vient de notre sous-sol. Donc, nous disons que pour réussir, il faut
tout transformer avant d'exporter. Donc voilà ce que nous avons dit et que nous pouvons dire sur la transformation de nos produits. Parce que selon nous, il faut pouvoir transformer nos produits déjà à la base, ne pas les exporter bruts. Et c'est comme ça que l'Africain aura une plus-value sur toutes ses productions. Une deuxième question, quel que soit tout, l'Occident empêchera l'Afrique d'évoluer. Bon, écoutez, aujourd'hui, ce dont nous parlons, on voit que malgré la réticence de l'Occident, l'Afrique quand même est en train de bouger et que l'Afrique est en train de s'éveiller et l'Afrique est aujourd'hui réveillée à travers les réseaux sociaux où les Africains sont très dynamiques. Nous disons que c'est bon pour les Africains de pouvoir appréhender les choses de cette manière, à travers le travail et à travers le fait de prendre conscience que l'Africain ne sera que celui qui pourra sauver son continent et pourra se sauver lui-même. Donc, dire que l'Occident va empêcher l'Afrique d'évoluer, c'est une manière de voir les choses, mais nous disons que non, parce que personne ne peut empêcher quelqu'un d'arriver à réaliser ses rêves. Mais il faut prendre conscience que nous avons, nous aussi, notre part de sacrifice à faire et nous avons notre partition à jouer dans le développement de l'Afrique. Nous, à notre niveau, nous avons commencé à travers nos lives, à travers ces formations que nous donnons gratuitement aux Africains, à lancer quelque chose et à rentrer dans la dynamique du développement parce que, selon nous, il faut utiliser tous les réseaux pour pouvoir avancer sur ce qu'il y a de positif et aller dire que l'Occident va nous empêcher. L'Occident ne peut pas empêcher le développement de l'Afrique si les Africains sont épris d'amour, ils se mettent ensemble, ils se soutiennent, ils se tiennent la main et que chacun des Africains choisit de faire ce qu'il peut comme travail et pouvoir entreprendre, pouvoir investir soigneusement et pouvoir évoluer. Voilà, ce n'est pas l'Occident qui empêche l'Afrique d'évoluer, mais ce sont les Africains eux-mêmes qui empêchent leurs frères d'évoluer. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Afrique et où lorsque quelqu'un essaie de sortir la tête du trou, ce sont les Africains qui l'enfoncent. Donc, effectivement, c'est de bonne guerre que l'Occident travaille à contre-courant, mais il faut savoir que personne ne peut empêcher quelqu'un de s'en sortir ou de réussir, mais la réussite ou la richesse de quelqu'un se trouve dans lui-même. Personne ne peut bloquer votre évolution. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire sur cette question qui nous a été posée par un internaute. Bienvenue à toi, Maman Chikowa. Merci d'être avec nous. Nous n'avons pas compris les explications sur la dette par rapport aux actifs et aux passifs. Bon, c'est une question qui revient. Nous n'allons pas nous attarder sur cette question. Nous avons longtemps épilogué sur cette question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fois dernière, nous avions dit que il y avait des avantages dans la dette. Parce que la dette, elle n'était pas seulement mauvaise, mais elle avait aussi des bénéfices. Et que il fallait savoir comment aborder la dette. Parce que la dette, elle est négative lorsque elle constitue un passif. Mais elle est positive lorsque elle constitue un actif. Et un actif, c'est tout ce qui peut rapporter de l'argent dans notre poche, alors que au contraire, un passif est ce qui va faire sortir l'argent de notre poche. Si on prend un exemple, un actif, c'est notre salaire, notre épargne. Parce que notre salaire, globalement, notre salaire n'est pas totalement un actif parce que tout ce que nous utilisons comme dépenses pour payer le loyer, pour payer l'eau, pour payer l'électricité, pour payer les charges, pour payer la scolarité des enfants, tout ça, ce n'est pas un actif. En réalité, notre salaire, nous sommes de véritables boursiers pour notre salaire. Nous utilisons de l'argent qu'on nous a donné avec la main droite qui nous est retiré par la main gauche. Donc,
le salaire n'est pas un actif, mais c'est l'épargne qui devient un actif parce que l'épargne constitue notre véritable salaire. Donc voilà, un actif, c'est aussi un bien qu'on va acquérir pour pouvoir avoir des bénéfices, c'est-à-dire des loyers. Donc vous voyez, il y a une différence. Avoir une maison, ça peut être une bonne dette, mais ça peut être aussi une mauvaise dette. Si on prend l'immobilier, par exemple, acquérir une résidence principale ou une résidence secondaire, nous avons insisté beaucoup là-dessus sur résidence principale et résidence secondaire la dernière fois parce que la résidence principale et la résidence secondaire peuvent être considérées comme des passifs. Parce que on prend un crédit, on dépense énormément sur une maison, on va acquérir la maison et la maison, elle, au fil du temps, elle va se dégrader et elle va perdre sa valeur. Mais, bien sûr, il y a un internaute qui demande comment une maison peut être un passif. Effectivement, la maison est un passif. Si nous avons pris un crédit pour acheter la maison, c'est déjà un passif si la maison ne nous rapporte rien. Lorsque nous avons une résidence principale ou une résidence secondaire, nous allons payer des impôts. Il va falloir entretenir la maison. Il va falloir faire la peinture. La peinture va se dégrader. La tuyauterie va se dégrader. L'électricité va se dégrader. Tout ça, nous avons abordé ça la semaine passée. Donc, tout ça, ça peut constituer un passif. Et sur cette maison, nous allons payer des impôts alors qu'elle ne nous rapporte rien. Donc, c'est réellement un passif. Mais une maison, l'acquisition d'une maison peut être un actif si cette maison, elle nous rapporte quelque chose. Et là, on peut utiliser l'effet de levier. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'argent de la banque, l'argent des autres pour pouvoir acquérir cette maison. Ça devient alors un actif parce que cette maison va nous rapporter quelque chose. Donc, nous, sur équilibre, nous disons que c'est bon d'avoir une résidence principale et même une résidence secondaire pour ceux qui ont beaucoup plus de moyens, mais nous conseillons de pouvoir prendre un crédit pour pouvoir acquérir quelque chose qui puisse nous rapporter de l'argent et accroître nos revenus. C'est ce qui serait pour nous un actif. Voilà. Encore des questions sur les pauvres et les riches, mais c'est pratiquement la même question. C'est qu'un pauvre, c'est celui qui ne peut pas vivre selon ses rêves. C'est celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est celui qui attend que ce soit les autres qui résolvent son problème. Ça, c'est un pauvre. Mais un riche, c'est quelqu'un à qui on va réduire les impôts, qui peut mener la vie de ses rêves, qui peut aller voyager partout dans le monde, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Voilà, ça c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un riche. Un riche, c'est celui qui apporte des solutions aux autres, et un pauvre, c'est celui qui attend qu'on résolve ses problèmes. Voilà la différence. Dans un autre live à venir, nous allons présenter la différence entre les pauvres et les riches. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'affaire Didier Drogba à la FIFA? Bon, écoutez, ça c'est une question qui ne rentre pas dans notre cadre d'aujourd'hui, mais nous allons quand même y répondre. À notre humble avis, nous disons que c'est l'Afrique qui fait du mal à ses fils. Parce que nous, aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux ce qui se dit sur Didier Drogba, nous ne sommes pas très à l'aise. On peut dire que nous avons mal au cœur quand nous entendons ce genre de choses. Parce que nous estimons que Didier Drogba est un digne fils de l'Afrique et qu'il faut valoriser cette icône-là. Parce que Didier Drogba est quelqu'un qui est très respecté du monde occidental alors qu'il est bafoué, il est malmené par ses pères, il est malmené par ses parents africains et ça, c'est triste. Mais pour notre part, nous estimons que il a essayé d'envoyer du sang nouveau à la fédération de football et aujourd'hui, ça lui vaut ce que ça lui vaut. Il est malmené, insulté et humilié à cause de son choix de pouvoir apporter quelque chose au football africain. Mais bon, ça, nous ne rentrons pas dans ce genre de critique, mais nous disons que, à notre sens, peut-être qu'il s'est empressé un peu trop vite d'aller régler les problèmes en
Afrique. Parce que pour régler les problèmes de quelqu'un, il faut que la personne ait pris conscience. Mais aujourd'hui, lui qui a longtemps duré en Hexagone, lui qui a longtemps duré en Occident, il pense que on peut arriver en Afrique et faire les choses parce qu'on a des idées, on va venir et on va prendre une place. Ah non, il faut se détromper. En Afrique, ce qu'il faut d'abord faire, c'est changer l'état d'esprit et l'état mental de notre population. Parce que les Africains détestent les Africains. Ça aurait été un occidental, ça aurait été un blanc qui venait avec des idées pour dire qu'il veut apporter quelque chose de nouveau au football. Vous aurez vu que tous les Africains allaient se mettre à genoux et à ses pieds. Mais comme c'est un enfant de l'Afrique, aujourd'hui, il est rejeté. Nous, à notre sens, nous pensons que Didier Drogba, il aurait pu aller un peu plus loin, attendre comme Georges Weah pour devenir, pourquoi pas, président de la République un jour, mais c'est son choix, sa vie c'est le football et il a essayé d'apporter quelque chose au football ivoirien, mais ce serait regrettable qu'il échoue au niveau de la fédération de football parce qu'il perdrait énormément en reconnaissance par rapport à son bagage, parce que Didier Drogba est une autorité sur le plan mondial et le voir être malmené de cette façon pour une fédération de football, nous disons que c'est quand même un peu ingrat de la part de nos populations, mais c'est leur choix. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité, donc si Dieu lui-même n'a pas fait l'unanimité et que des prophètes comme Mahomet, comme tout cela n'ont pas fait l'unanimité, donc ce n'est pas lui qui va faire l'unanimité, mais nous disons que c'est regrettable que les Africains ne cherchent pas à faire grandir et ne cherchent pas à écouter ce que quelqu'un a à proposer, mais plutôt on le malmène parce que pour une question d'élection de fédération, aujourd'hui il est traîné dans la boue. Nous disons que c'est regrettable. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais là ce n'est pas notre sujet du jour. Qu'est-ce que c'est qu'un courtier ou un broker? Bon, la dernière fois nous avons parlé de trading, nous avons parlé de bourse, et un courtier ou un broker, c'est un intermédiaire dans le monde de la finance. C'est celui-là qui va servir de piston entre le client, c'est-à-dire celui qui va, l'investisseur et le marché boursier. Donc c'est lui un broker. Un broker, c'est un intermédiaire, c'est lui qui prend nos ordres et qui les place sur le marché financier. C'est lui un broker. Voilà. Que peut-on dire? Est-ce que les jeux vidéo sont à bannir? C'est une question qui sort carrément de notre thème, mais nous allons quand même y répondre. Est-ce que les jeux vidéo sont à bannir? Nous disons que rien n'est à bannir sur cette tête des hommes, mais chacun a le droit de vivre sa passion. Les jeux vidéo, on peut dire que bonsoir Touré, bienvenue Président Alassane, merci de nous suivre. Nous vous avons vu et big up à vous. Dieu vous bénisse pour votre présence. Revenons aux jeux vidéo. C'est une bonne question, mais bon. Qu'est-ce que nous pouvons dire? L'industrie des jeux vidéo, qui est l'industrie vidéoludique, c'est comme ça que ça s'appelle, est une industrie quand même qui produit énormément en termes de finances dans le monde entier. Parce que nous savons que l'industrie des jeux vidéo, l'année dernière, elle a produit autour de 120 milliards de dollars dans l'industrie des jeux vidéo. Vous voyez, c'est énorme le chiffre d'affaires qui sort de l'industrie du jeu vidéo. Vous savez que l'industrie du jeu vidéo a battu l'industrie du cinéma avec 120 milliards de dollars en 2019. Rien qu'en France, on sait que l'industrie du jeu vidéo en 2019, c'était autour de 5 milliards d'euros seulement en France. Et on sait qu'il y a 10 milliards d'euros d'achats qui ont été faits, des gens qui ont acheté des jeux vidéo, 10 milliards d'euros. Pour dire que ce n'est pas une industrie qui est à bannir, parce que si des gens, c'est leur passion, et qu'ils peuvent faire de la programmation, ils peuvent faire de la création de jeux, ce sont des secteurs extrêmement porteurs. C'est quand vous voyez que l'industrie vidéoludique des jeux vidéo a battu l'industrie du cinéma en 2019, allez-y comprendre quelque chose. Donc, nous disons que dire que ça doit être banni, non.
chacun des Africains, chacun sur cette terre des hommes a le droit de faire ce qu'il veut et de vivre sa passion. Mais nous disons que quel que soit le domaine que vous aurez choisi, vous devez tout faire pour être le meilleur et tirer un meilleur profit qui puisse vous permettre de vivre la vie de vos rêves. Donc, si vous avez quelqu'un qui est amoureux de jeux vidéo et qu'il pense que c'est là qu'il doit gagner son pain, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Il ne faut jamais dire qu'on bannit un secteur. Tous les secteurs sont à promouvoir pourvu que celui qui se lance dans ce secteur, il puisse trouver son compte et que, à travers ce qu'il aura fait comme travail, toute la société tout entière puisse en profiter. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les jeux vidéo. Oui, chers internautes, si vous voulez, après le confinement, on pourra faire une vidéo spéciale sur ce thème de jeux vidéo, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet du jour. Toutes nos excuses si nous ne continuons pas les explications là-dessus. À cause des impôts, la meilleure façon de s'en sortir n'est-il pas le salariat? Bon, très bonne question de l'internaute. Voilà, l'internaute dit que à cause des impôts, il estime que le salariat est la meilleure option pour pouvoir s'en sortir. C'est une vision que nous respectons, mais à notre sens, le salariat ne fait pas plus prospérer que l'entrepreneuriat et les investissements. Le salariat, c'est un tremplin parce que il faut savoir que lorsqu'on est salarié, c'est nous qui subissons la plus grande partie des charges fiscales. Les charges fiscales, les impôts énormes sont ponctionnés sur ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire les salariés. C'est sur les salariés que l'État tire le plus grand nombre d'impôts parce que c'est plus facile de ponctionner sur des revenus qui existent et qu'on peut saisir, qui sont facilement quantifiables. Donc, les travailleurs et les salariés sont ceux qui subissent la plus grande pression fiscale et les plus grandes charges. Ça, il faut en avoir conscience. Mais nous disons que pour réussir, la meilleure voie, ce n'est pas le salariat. Le salariat n'est rien d'autre qu'un tremplin, mais pour réussir, la meilleure voie, c'est l'entrepreneuriat et c'est les investissements. C'est là la meilleure voie. Quand vous voyez tous les riches sur cette terre des hommes, ils sont passés par l'entrepreneuriat, ils sont passés par les investissements. Que moi je ne parle pas, je ne rentre pas dans les critiques du genre les crises viennent de qui et de quand. Non, ça c'est pas de ça qu'il s'agit, mais nous disons, nous regardons ceux qui sont les plus prospères sur la terre, qui détiennent à eux seuls plus de 80% de richesses de ce monde, ils sont passés par l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a soit les héritiers et il y a soit les entrepreneurs et les investisseurs. Mais les héritiers, quand vous regardez le passé de leurs parents, ils sont passés eux-mêmes par l'entrepreneuriat. Donc la meilleure voie de réussite, c'est l'entrepreneuriat et ce sont les investissements. Une autre question. Que peux-tu dire sur la crise du pétrole? Ah ouais, ça c'est l'actualité économique du moment. Crise sanitaire du Covid, crise économique et nous voyons que le pétrole est passé jeudi à moins 50 $. Ça veut dire quoi? Depuis le jeudi, lorsque tu vas acheter un baril de pétrole, on te donne de l'argent, c'est-à-dire que tu ne donnes pas l'argent, mais on te donne, pour prendre un baril de pétrole, on te donne 50 $. Le baril, parce que le baril est passé à moins 50 $. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, quand on va à la pompe d'essence pour aller prendre du carburant, on doit nous donner de l'argent. Ça, c'est un véritable problème dans l'industrie pétrolière mondiale avec la crise. Mais il faut savoir que ce que nous disons sur la crise du pétrole, c'est que il faut savoir exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les cours du pétrole se sont effondrés simplement parce qu'il y a une guerre de prix et une guerre géopolitique et économique entre la Russie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique. Vous savez que
disons que le premier producteur mondial de pétrole, c'était l'Arabie Saoudite, mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a été battue par les États-Unis à cause de l'extraction du pétrole de schiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La royauté en Arabie Saoudite a estimé qu'ils avaient été trahis par les États-Unis d'Amérique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, en accord avec la Russie, de mettre énormément de produits, énormément de pétrole et d'inonder le marché. Et comme l'économie mondiale est en ralentissement, est freinée par l'épidémie ou la pandémie du Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont produit d'énormes quantités de pétrole qui n'ont pas été rachetés et ce pétrole, on ne sait plus où le stocker. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont utilisé des tanks, ils ont utilisé des bateaux, ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient prendre pour pouvoir conserver ce pétrole et ils n'ont plus d'espace pour pouvoir stocker le pétrole. Donc, qu'est-ce que le pétrole va faire? Nous vous avons dit la dernière fois qu'il fallait retenir une phrase, c'est que c'était la rareté qui faisait monter le prix. Mais lorsque le marché est inondé, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va automatiquement chuter. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui avec le prix du pétrole qui est à moins 50 $ le baril. Ça veut dire quoi? Quand tu payes un baril, on te donne 50 $. Ça veut dire qu'on te paye pour que tu puisses prendre ce pétrole pour aller chez toi. Ah non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose de très négatif pour l'économie mondiale parce que rassurez-vous, cet argent après la crise, tout cet argent qui est en train d'être perdu, ils vont essayer de le récupérer. Donc peut-être que nos pays qui raffinent le pétrole c'est maintenant qu'ils doivent acheter parce que ils prendront du pétrole et on leur donnera de l'argent pour prendre le pétrole. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. C'est une guerre économique entre ces trois pays, l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis. Ils sont en train de perdre énormément d'argent. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de faire ça? C'est simplement parce qu'ils savaient que les États-Unis finançaient leurs entreprises. Et ils savent pertinemment que pour que le pétrole qui est extrait par les États-Unis, pour qu'il soit rentable, il faut que le prix soit au-dessus des 60 $. Et eux, en faisant chuter le prix, ils sont certains que les sociétés américaines, elles vont couler et ils auront la part belle et après ils pourront créer la pénurie qui va faire remonter les cours du pétrole. Donc c'est un problème stratégique, c'est un problème de haute finance et de la finance mondiale dont nous parlons. Restons pour laquelle nous disons que, chers Africains, c'est à nous de comprendre le commerce mondial parce que c'est en comprenant le commerce mondial qu'on pourra amorcer notre développement parce qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette crise du pétrole. Effectivement, c'est une crise c'est du jamais vu dans le monde des commodities. Voilà, les commodities, ce sont les matières premières. C'est le marché des matières premières qu'on appelle les commodities. Donc, sur le plan des commodities, c'est la première fois qu'on voit des gens qu'on paye pour prendre notre marchandise. C'est-à-dire quelqu'un veut payer ta marchandise pour te débarrasser de ta marchandise, tu es obligé de le payer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde du pétrole. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur cette crise du pétrole. C'est une crise qui est grave, c'est une crise mondiale et ça aura d'énormes répercussions sur toutes les économies du monde. Combien faut-il pour trader en bourse? Bon, pour trader en bourse, nous avons abordé ce sujet la dernière fois. Parce qu'il faut faire la différence entre trading et bourse. Nous avons parlé des deux. Il y a le trading qui prend du temps. Le trading, il faut avoir de bonnes capacités psychologiques et une bonne capacité technique pour pouvoir faire du trading. Et pour la bourse, c'est beaucoup plus relax. C'est ce qu'on appelle le côté bon père de famille, comme le dit un des maîtres de la bourse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est des secteurs où il faut le minimum de technicité. Mais pour la bourse, c'est un peu plus facile parce que avec le domaine de la bourse, 5 minutes ou 10 minutes par mois suffisent pour gérer le portefeuille. Alors que en matière de trading, il faut savoir que tu joues contre les robots et l'intelligence artificielle. Du coup, il faut avoir d'énormes potentialités techniques. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. Et sur notre chaîne Équilibre, pour tous ceux qui veulent rentrer dans le domaine du trading, nous sommes prêts à les accompagner. Nous avons eu une centaine de propositions de personnes qui veulent rentrer dans le domaine du trading et ils nous ont contactés. Nous ne refusons pas de vous prendre, mais nous avons dit que nous allons commencer après le confinement. Lorsque nous allons être dans le déconfinement, nous allons pouvoir vous envoyer les différents liens pour accéder aux différentes plateformes qui vont vous conduire dans le plan du trading, sur le plan du trading, et vous allez pouvoir, premièrement, pour ceux qui veulent trader eux-mêmes, nous allons leur donner la formation minimum. Et pour ceux qui veulent voir leur compte géré, nous allons pouvoir les accompagner et leur montrer le chemin à faire. Voilà. Tout ce qui arrive, c'est la faute de l'argent et le matériel. C'est l'amour de l'argent qui entraîne tout ça. Ouais, très belle réaction d'un internaute qui estime que c'est l'amour de l'argent qui est en train de créer toute cette désorganisation mondiale et ce que nous voyons avec dans ce combat entre l'Organisation mondiale de la santé et Madagascar ou toute l'Afrique. À travers Madagascar, on voit toute l'Afrique, toute l'Afrique. Mais bon, effectivement, nous disons que non, nous ne pensons pas que c'est l'argent qui crée cette désorganisation. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le manque d'amour et le manque d'humanité. En fait, vous savez que c'est lorsqu'on n'a pas d'amour dans le cœur qu'on peut faire du mal à un autre humain. Donc, ce n'est pas forcément l'argent. Vous savez, l'argent, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Mais l'argent, ça permet de faire ressortir ce qu'on est vraiment. Si quelqu'un n'a pas d'amour, lorsqu'il aura en sa possession de l'argent, vous verrez qu'il fera des choses beaucoup plus mauvaises avec son argent. Mais pour quelqu'un qui a de l'amour, pour quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui sait que il y a quelqu'un, il y a un être supérieur qui est Dieu, à qui il doit rendre compte, effectivement, avoir de l'argent est une bénédiction parce que cette personne va utiliser son argent pour apporter quelque chose de positif à tous ceux qui sont autour de lui, à ceux qui l'aiment et aussi à tous ceux qui vivent avec lui, il pourra leur apporter quelque chose de positif. Donc, dire que c'est l'argent qui crée tous ces problèmes, non, ce n'est pas l'argent qui crée tous ces problèmes, mais c'est plutôt le manque d'amour. Parce que lorsqu'on a l'argent et qu'on a beaucoup d'amour, l'argent sert à ceux qu'on aime, l'argent sert à ceux qui sont autour de nous. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'argent. L'internaute revient pour nous dire, donc si ce n'est pas l'argent, c'est la politique. Attention, il faut savoir, nous disons que nous appelons tous les Africains à sortir excusez-moi du terme, je vais dire le mot, de ces bêtises, de ce genre de comportement qui n'apporte pas grand-chose à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter toutes ces manières de voir et cette manière de penser que de croire que l'État ou les politiciens pourront faire quelque chose pour nous. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que tel est mieux que l'autre. Aujourd'hui, il faut arrêter cette politique que nous voyons en Afrique, la politique du ôte-toi de là et que je m'y mette, qui est une politique hypocrite. Nous disons qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons toutes nos autorités, tous les politiciens dans leur grande majorité, c'est pas eux tous heureusement, mais dans la grande majorité des politiciens et des autorités en Afrique, c'est qu'ils pratiquent et ils conjuguent merveilleusement bien le ôte-toi de là que je m'y mette. Ils prétendent apporter quelque chose de mieux à la population, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense que sur notre chaîne, nous disons les choses et ces choses, nous allons encore le répéter tous les jours et dire aux Africains qu'il faut arrêter cette manière de penser. Ce qui peut apporter
à l'Afrique, son développement, c'est une prise de conscience que notre avenir et notre réussite se trouvent entre nos mains. Il faut arrêter. Nous voyons sur les réseaux sociaux et éviter de nous envoyer ce genre de vidéos. Nous faisons des vidéos pour éduquer la population africaine, pour éduquer nos parents, pour éduquer tous ceux qui sont épris de paix, qui sont épris de justice et qui ont une croyance en Dieu et qui pensent positivement. C'est ceux-là que nous voulons éviter de nous envoyer vos vidéos du genre Ado est mieux, Gbagbo est mieux, Biya est mieux, Tshisekedi est mieux. Nous, on n'en a rien à cirer de ce genre de commentaires. Il faut arrêter de rentrer dans ce genre de commentaires qui nous éloignent de notre objectif. Notre objectif, c'est le développement de l'Afrique. Notre objectif, c'est d'apporter quelque chose de positif en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement aux Africains. Donc, arrêtez de nous parler de Ado, de Gbagbo, de Bédié, de Biya, de Faure Gnassingbé, de Aboyame, de Kagame et autres. Non, nous, ce n'est pas notre problème. Tout ça, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le développement de l'Afrique. Parce que nous savons que tous les politiciens, ils vivent au gré de leurs intérêts. Et nous, ça, ce n'est pas notre dada. Ce que nous disons, c'est que chaque Africain doit prendre conscience de ce qui est mieux pour lui et ce qui est mieux. Que ces personnes soient là ou pas, ça ne changera pas votre vie. Vous perdez du temps. Les Africains perdent du temps sur des questions politiques. Les Africains perdent le temps sur des questions ethniques, sur des questions de religion, sur des questions de région, sur des questions de vision sectaire et de népotisme. Nous, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre dada. Qu'on soit d'Afrique, qu'on soit d'Amérique, qu'on soit d'Europe, qu'on soit d'Australie et autres, nous disons que nous sommes fiers d'être humains et nous apportons quelque chose à tous ceux qui ont besoin de réussir, à tous ceux qui se décident de bouger, de rentrer effectivement dans le monde de la réussite financière. C'est ce qui nous intéresse. Donc, arrêtez vos foutaises du genre tel est mieux que l'autre. Ça ne nous regarde absolument pas. Il faut arrêter effectivement de faire toutes ces choses. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intérêt du peuple africain, c'est effectivement de voir ce qui est bon pour nous. L'Occident nous avait dit que la démocratie était la meilleure forme de gérer le pouvoir. On a vu que la démocratie elle-même a montré ses limites, même en Occident, et l'Afrique à qui on a obligé les populations à suivre la démocratie, on a vu que cette démocratie, pour l'instant, elle a montré ses limites. Parce que dans nos monarchies traditionnelles, les rois, ils travaillaient pour l'édification de leur peuple, ils travaillaient pour la formation de leur peuple et ils travaillaient pour apporter le bien-être à toute la population. Nous pensons que ce mode de pensée, ce mode de gouvernance, il était bien meilleur que ce que nous avons reçu qui ne nous a rien apporté que des divisions. Aujourd'hui, l'Afrique est divisée parce que aujourd'hui, des enfants de Dieu sur une même terre sont en train de se détester. Donc, arrêtez de nous envoyer vos vidéos politiques qui ne nous intéressent pas. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci, chers internautes. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les vaccins? Bon, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que on revient au sujet du jour. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé de Tedros Ghebreyesus est encore crédible? Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand on voit des vaccins qui viennent de grandes stars du monde de la finance, le vaccin, quand on regarde Gavi, quand on regarde le vaccin GSK et autres, aujourd'hui, vous voyez, les Africains, j'espère que ils sortiront de leur sommeil. Parce que c'est maintenant que les Africains se réveillent pour dire non, on ne veut pas du vaccin du Covid, etc., etc. Les Africains sont vraiment, nous pensons que nous avons été naïfs pendant longtemps. Parce que les vaccins, ce n'est pas la première fois que des vaccins sont testés en Afrique. Quand on regarde les Gavi, quand on regarde les vaccins GSK, depuis 2014, c'est testé en Afrique. Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se réveille? Ça a été testé sur des milliers d'enfants déjà. Donc aujourd'hui, là n'est pas le problème. Ce que nous disons, c'est que l'Afrique, comme Madagascar a fait,
comme aujourd'hui Valentin Agon a fait, comme le docteur Raoult, qui, moi je considère docteur Raoult comme un Africain, parce que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Donc moi aujourd'hui, je ne fais pas de différenciation de race. Vous avez vu que nous lui avons fait un clin d'œil en début de direct, parce que nous estimons que tous ceux qui aiment l'humanité, nous les aimons et nous les accompagnons. Donc voilà ce qui est dit. Donc aujourd'hui, quel est le problème en Afrique? C'est que l'Afrique n'a pas encore dans son système de santé et de vaccination. Le vaccin est quelque chose de bon. Mais lorsque le vaccin il est envoyé dans un pays, il faut qu'il y ait un système de pharmacovigilance qui permet de savoir est-ce que les vaccins qui vont être inoculés, ils ont des effets secondaires, est-ce qu'ils ont des effets positifs et autres. Mais en Afrique, le système de pharmacovigilance a été toujours faible. Et on ne sait pas quels sont les essais cliniques qui ont été faits sur ces vaccins. On ne comprend rien. Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que les essais cliniques ont été bons? Est-ce que c'est conventionnel? Voilà. Nous disons que sur notre chaîne, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, nous le disons du plus profond de notre cœur. Il faut sortir de ce genre de réflexion qui n'apporte rien à l'Afrique. Voilà, ce n'est pas la première fois, mais pourquoi? Quels sont ceux qui ont donné les autorisations pour qu'on teste les vaccins GSK en Afrique? Il faut qu'ils nous disent. Mais aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que dans les années à venir, nous, membres de la diaspora, nous, enfants de l'Afrique, nous qui sommes épris d'humanité, que nous soyons de l'Europe, que nous soyons d'Afrique, que nous soyons d'Amérique, que nous soyons d'Australie ou d'Océanie ou sur la planète Terre, nous disons que l'humanité et ceux qui décident, ils rendront compte un jour. Ils rendront compte devant les hommes et ils rendront compte au Seigneur. Parce que ce n'est pas juste de faire ce genre de choses. L'Afrique est devenue une poubelle. Nous avons vu que des marchandises qui étaient rejetées ailleurs dans le monde se retrouvaient en Afrique. Mais pourquoi? Qui sont ceux qui donnent ce genre d'autorisation? C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Donc, les gens qui sont en train de perdre leur temps sur des hommes politiques, ils sont en train de se fatiguer. Parce que quel que soit leur bord, lorsqu'ils arrivent, ils ne vivent qu'au gré de leurs intérêts. Et nous, notre intérêt, c'est la réussite du peuple. Et nous voulons nous-mêmes grandir encore financièrement et nous voulons accompagner nos frères et l'humanité à grandir chacun à son niveau financièrement afin que la bénédiction soit pour nous et pour tous. Voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est ce que nous pouvons dire sur les vaccins. Encore beaucoup de questions, mais nous pensons que nous allons répondre à 2 ou 3 questions et nous allons nous dire au revoir pour nous retrouver lundi. Comme on le dit, il faut savoir se séparer pour mieux se retrouver. Il y a tellement de questions. Il y a un internaute qui demande, est-ce que vous faites la révolution? Très belle question. Effectivement, ce que nous voulons apporter, ce n'est pas une révolution politique, mais c'est une révolution sociale. Aujourd'hui, vous savez, lorsque il y a quelque chose de nouveau, nous savons en Afrique que lorsque quelqu'un émet une nouvelle pensée, il peut être combattu. Mais nous disons que effectivement, nous savons que nous pouvons être combattus. Des gens nous partagent des milliers de vidéos politiques. Ils veulent qu'on aborde ces sujets sur notre chaîne. Nous ne répondons pas à ce genre de vidéos. Des milliers de vidéos nous sont envoyées. Nous passons notre temps à regarder pour voir ce que les internautes veulent nous dire. Mais l'Africain a le chic de passer plus de 8 heures de temps à partager des vidéos inutiles. Parce que ce sont des vidéos auxquelles nous n'allons pas répondre. Nous, notre révolution que nous voulons apporter, c'est la révolution spirituelle. Parce que nous voulons que l'homme revienne à son état initial de reconnaissance de son statut d'humain. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes humains et que nous sommes issus de la création de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. Et il faut le reconnaître. Et deuxième chose, vous savez, lorsque nous parlons aujourd'hui
de révolution. Notre révolution que nous envoyons, qui est la révolution sociale, c'est une révolution qui dit à chacun de ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement aujourd'hui que c'est possible. En réalité, c'est tout ce que le monde des gourous de la finance mondiale, des scientifiques de ce monde qui sont des élites intellectuelles d'après eux, qui sont dans l'inquisition intellectuelle, ils pensent avoir l'apanage de la vérité. Nous disons que non, nous sortons de là et nous disons aujourd'hui nous allons vulgariser, nous allons montrer à chacun des Africains que il est possible. Et nous allons montrer à tous ceux qui sont épris de paix et de justice sur cette terre des hommes qu'il est possible de s'en sortir. Et que le salariat est un tremplin, mais l'entrepreneuriat et les investissements, c'est la meilleure voie pour acquérir la liberté financière. Et cette liberté financière, nous voulons l'apporter parce que effectivement, quand on regarde ce qui est en train de se passer, des choses aussi simples sont cachées aux populations qui perdent leur temps à parler de politique. Vous verrez que lorsque la crise sanitaire va passer, l'Afrique peut-être certainement sera au même niveau parce que les gens vont sortir de leur maison, ils vont se retrouver dans les boîtes de nuit, ils vont se retrouver dans les maquis, ils vont reprendre la vie de corruption, la vie de mensonge, la vie de vol, la vie de mauvaises pensées qu'ils avaient avant de rentrer dans la crise. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que notre révolution, elle doit révolutionner aussi l'état d'esprit des Africains. Au sortir de cette crise, les choses ne doivent plus être comme elles étaient. Parce que des gens vont perdre leur emploi, les économies vont être impactées et il faut savoir alors comment est-ce que nous, Africains, nous allons rebondir. Donc, quand une révolution arrive, comme le dit un de nos maîtres qui est Idriss Abekan, il dit que lorsqu'une révolution arrive, elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle paraît ridicule. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, ceux qui vont nous accompagner, ceux qui nous regardent, ils trouvent ce que nous sommes en train de dire ridicule. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils nous voient. Et après, de cette phase de ridicule, nous allons être des êtres dangereux. Donc, la deuxième phase, selon Idriss Abekan, d'une révolution, c'est que après le ridicule, la révolution, elle devient dangereuse. Parce que peut-être pour les gens du monde de la finance, pour les scientifiques, pour les politiciens et pour nos autorités politiques et sociales ou religieuses, nous allons être comme des gens qui sont dangereux pour leur existence parce qu'aujourd'hui, ce que nous dénonçons, c'est ils trouvent peut-être que nous les égratignons alors que nous ne sommes que dans la pure vérité selon nous. Et après ça, ça va devenir évident. Lorsque on verra que nous allons rentrer dans cette phase de croissance financière et d'aisance spirituelle et matérielle que le monde va voir parce que bientôt, après le confinement, on va commencer à sortir. Certainement que ceux qui nous ont connus hier, ils comprendront de quoi nous parlons. Lorsque ils vont sentir cette aisance financière, ils vont voir que c'est quelque chose qui est devenir évident. Donc, vous voyez, voilà les trois phases d'une révolution. D'abord, ça paraît ridicule. Après, ça paraît dangereux. Et à la fin, ça devient évident. Donc, aujourd'hui, nous sommes au stade de l'évidence parce que pour nous, c'est tellement évident de s'en sortir, de pouvoir doubler ses revenus, de pouvoir avoir des revenus qui soient des revenus passifs et pouvoir vivre la vie de ses rêves, pouvoir voyager dans le monde entier et pouvoir faire ce que nous voulons, vivre avec qui nous voulons, où nous voulons, quand nous voulons. Donc, ce sont ces choses qui sont assez évidentes que nous voulons envoyer à l'humanité et à l'Afrique tout entière. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la révolution. Merci, chers internautes, d'avoir posé cette question sur la révolution. La dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est cette question d'un internaute qui nous demande « Mais pourquoi au service de Dieu, vous vendez des formations ?» Très bonne question. Vous savez, la parole de Dieu, nous l'avons reçue gratuitement, nous la distillons gratuitement. Vous voyez que nous faisons des lives, nous apportons ce genre d'émission de façon gratuite. Nous ne demandons pas à ceux qui regardent de nous payer. Mais pour ceux que nous allons accompagner, parce que nous allons leur montrer des secrets de réussite, nous allons les envoyer dans des systèmes
qu'ils n'ont jamais imaginées, qui sont très évidentes pour nous, nous disons que les formations, là c'est notre gagne-pain, là c'est notre vie. Donc, si nous devons vous montrer là où vous devez investir pour avoir de l'argent, vous allez gagner de l'argent. Acceptez que nous aussi, nous gagnions de l'argent. Mais concernant la parole de Dieu que nous proclamons, elle est gratuite, nous l'avons reçue gratuitement, nous le donnons gratuitement. Mais concernant le côté business, le côté managérial d'activité et d'affaires, là, nos formations, elles sont payantes et c'est la raison pour laquelle nous faisons des formations payantes. N'en déplaise à ceux qui veulent, nous disons que ces formations, nous-mêmes pour acquérir ces connaissances, nous avons payé et aujourd'hui pour donner ces connaissances aux Africains, à travers nos lives, à travers cette éducation gratuite que nous apportons sur nos directs, nous ne faisons pas payer, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent accroître leurs revenus, qui veulent booster leur production et leurs revenus, nous disons que c'est effectivement normal parce que l'Africain a tellement aimé les choses gratuites et lorsque nous donnons gratuitement ce genre de choses, les gens ne prennent pas au sérieux. Du coup, lorsque ces personnes vont payer, elles vont prendre beaucoup plus au sérieux ce que nous disons. Donc voilà un peu, nous servons l'Éternel parce que nous n'avons pas caché. Imaginez-vous, on aurait pu se taire et ne pas apporter ces choses aux Africains et aux autres, mais nous disons que il faille se former, il faille aller plus loin que ce que nous voyons habituellement, parce que ce sont des choses qui sont évidentes pour ceux qui comprennent et pour ceux qui savent comment se lancer. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Notre rôle, c'est d'accompagner tous ceux qui rêvent de vivre en Occident, de préparer leur immigration de façon choisie, de façon réfléchie et de façon légale. Notre rôle, c'est aussi de former l'Africain a changé d'état d'esprit et de mindset, c'est-à-dire la vision de voir beaucoup plus grand et de voir toutes choses possibles. Notre rôle, c'est d'aider nos frères de la diaspora, la communauté étrangère, à retourner investir de façon soigneuse et de façon sécurisée dans leur pays d'origine. Et ce sont ces choses que nous voulons apporter sur notre chaîne Équilibre et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de visiter notre page YouTube qui est Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à venir. Vous pouvez aussi nous apporter vos commentaires par mail et nous contacter via WhatsApp, via Instagram, via Facebook et aussi réagir sur notre page YouTube dans les commentaires pour que nous puissions encore savoir qu'est-ce que vous voulez entendre et quels sont les sujets que vous voulez que l'on puisse aborder. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire sur le thème du jour qui était OMS, est-ce que l'OMS existe encore pour la santé? Est-ce que l'OMS est encore crédible? Nous disons, attention, c'est un carton jaune qui est donné à l'Organisation mondiale de la santé pour la négligence de toutes les trouvailles que font les Africains. Il faut aussi respecter le travail des Africains et pouvoir promouvoir le travail des Africains, surtout que aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé est dirigée par un Africain. Nous ne comprenons pas comment il peut battre en brèche toutes les recherches qui ont été faites par les Africains qui apparemment ont porté des résultats positifs. Nous allons finir notre direct d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais par donner un passage biblique que nous allons demander à tous ceux qui veulent de pouvoir parcourir. Nous reviendrons sur ce passage lundi, le passage de Acte 5, du verset 1 au verset 42, que chacun puisse méditer cette parole et que nous puissions échanger sur cette parole la semaine prochaine. Nous, ici, nous disons que nous avons besoin d'équilibre. L'équilibre spirituel associé à l'équilibre matériel apporte la véritable liberté. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous accompagner. Merci d'être encore avec nous.
et puisse Dieu vous bénir davantage et passez un très bon week-end et à lundi prochain. Merci. Bye.